Bonjour à toutes et à tous. Merci aux personnes qui sont là, mais merci aussi aux personnes qui nous suivent en ligne et en direct. Nous commençons cette table ronde sur le sujet « À la recherche du grand roman européen » en compagnie de 3 personnes, ou plutôt de 2 plus 1, que je vais présenter, peut-être pas tout de suite, mais dans l'ordre où je vais leur donner la parole, avant de dire... mais avant cela, je dis peut-être quelques mots de la raison qui nous réunit ici, ou de ce que nous allons essayer de ce dont nous allons essayer de discuter pendant l'heure qui vient, avant d'ouvrir aussi à des questions si vous en avez. Partir à la recherche d'une évidence n'est jamais une tâche simple. Quand je dis cela, je veux dire que si l'on cherche quelque chose qu'on pourrait appeler un grand roman européen, à la manière dont les Américains savent dire « a great American novel », nous cherchons à constituer et à réfléchir à ce qui pourrait constituer quelque chose qui est au contraire censé s'imposer de lui-même au lecteur, à la société et en général en fait à une culture. Les Américains ont réussi ce pari et en général le marché éditorial et la littérature anglo-saxonne me semblent y être bien parvenus. Il n'y a qu'à regarder le fait que la simple expression « Great American Novel » a une page Wikipédia bien remplie dans laquelle sont listées énormément d'œuvres qui sont constitutives du patrimoine culturel américain et auquel on décerne aisément ce titre, en ce sens que, par leur nature même, par le type de fiction qu'elles produisent, elles semblent, sur le coup et ou après coup, capturer quelque chose comme l'imaginaire politique et culturel et possiblement linguistique d'une société à un moment donné. La question, évidemment, lorsqu'on essaie de transposer un tel défi à l'échelle du continent européen, se pose de façon différente. Quelle est l'échelle pertinente du grand roman d'une ère culturelle lorsque celle-ci est faite non pas d'une langue mais d'un tissage de langues? Umberto Eco disait que la traduction est la langue de l'Europe, mais reste à traduire cet axiome dans des choix concrets d'œuvres dont on peut parier qu'elles vont être aussi intéressantes et lues avec autant d'intérêt à Varsovie qu'à Madrid ou à Rome, ou encore dans d'autres pays européens. Alors je vais tout de suite céder la parole aux personnes qui parlent, puisque ce n'est pas moi, aujourd'hui, pour essayer d'introduire différentes pistes de réflexion sur ces remarques liminaires. Je dis seulement avant cela un mot de la raison qui nous réunit ici, puisque nous sommes tous les 4 liés par une chose qui est que vous êtes, Marlena Wilczak, Félix Terrones et Vincenzo Latronico, correspondants littéraires, entre autres choses que je vais énoncer ensuite, mais correspondants littéraires de la revue Le Grand Continent, dont je suis un des éditeurs, et vous nous aidez chaque mois, ainsi que d'autres correspondants, au total une douzaine, dans une douzaine de langues européennes, à constituer des sélections littéraires qui permettent de donner un panorama de ce qui paraît, non pas seulement chacun dans son pays, mais enfin dans toutes les langues de l'Europe. Donc de hisser à l'échelle du continent quelque chose qu'on a assez facilement chacun pour soi, c'est-à-dire la connaissance des 2 ou 3 livres qui comptent en ce moment. Et nous essayons donc, depuis maintenant de nombreux mois, de publier voilà, une fois par mois une sélection littéraire et parfois des comptes rendus de certains ouvrages. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je commence par vous poser à chacun à peu près la même question, et qui me permettent donc de vous introduire à chaque fois. Cette question qui serait de dire en quelques mots, ou en quelques minutes peut-être, de nommer une tendance de fond qui serait celle ou qui serait à vos yeux représentative de votre ère linguistique en ce moment. À partir de quoi, ensuite, nous pourrons, je pense, avoir une discussion plus constructive et peut-être plus théorique aussi sur les horizons qui se dégagent pour réfléchir à ce que peut vouloir dire au XXIe siècle un grand roman européen.
Marlena Wilczak, je commence par vous, puisque vous êtes juste à côté de moi. Vous êtes doctorante à Sorbonne Université et à l'Université de Varsovie, et vos travaux portent sur les archives d'Olga Boznanska, ainsi que sur l'anthropologie de l'écriture et sur la génétique textuelle. Je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français qui n'est pas sans faute. Je représente l'ère linguistique polonaise. Je commencerai. Ça ne sera pas une surprise par une tendance inspirée par l'œuvre d'Olga Tokarczuk, qui a reçu en 2019 le prix Nobel de littérature pour son imagination poétique, mais aussi pour sa prose, qui se caractérise par le regard vers l'intérieur et aussi par la tendresse vers le monde. Cette première tendance, c'est la littérature axée sur ce qui est à proximité, sur la nature, sur les relations entre tous les participants humains, non humains dans l'environnement. Un bon exemple de cette tendance, un roman, je voudrais vous donner un exemple concret, un roman de Julia Fedorczuk intitulé Sous le soleil. C'est un roman inspiré aussi par le courant de d'éco-poétique. C'est une pratique littéraire qui veut répondre à la crise écologique et qui permet à élaborer de nouveaux textes qui mettraient en avant la place de l'homme dans le monde naturel. Julia Fedorczuk s'inspire aussi du livre biblique de l'Ecclésiaste et de la conviction que la vie est une souffrance sans fin. Elle essaie d'intégrer le destin de personnages principaux dans le destin de l'environnement. C'est un roman sur un couple raconté pendant 50 ans. Fedorczuk, elle aussi, nous montre que l'environnement est composé d'une pluralité de perspectives. Alors, c'était la première tendance inspirée par Olga Tokarczuk. La deuxième tendance vraiment visible dans la littérature polonaise, c'est l'autofiction. Et on peut dire qu'il existe dans la littérature polonaise contemporaine deux types de l'autofiction. Le premier, enraciné dans l'histoire, le deuxième dans les expériences individuelles, intimes et personnelles. Le premier revient à des mémoires difficiles, mémoires familiales, mémoires de la guerre. Et un bon exemple, le roman de Magdalena Tully, intitulé Szum, en français c'est bruit ou pollution sonore. Et Magdalena Tully analyse de traumatismes hérités d'après-guerre. Le personnage principal, la narratrice, est une petite fille qui est en même temps l'auteur elle-même. En ce qui concerne le deuxième type, plus personnel, plus intime, je voudrais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un roman incroyable qui est intitulé en polonais Bezmatek. Bezmatek, c'est une roche sans règne, une roche orpheline. Et c'est le roman sur l'expérience de la mort de la mère, c'est l'expérience de la deuil
C'est aussi un roman sur les relations entre la mère et la fille en général. Et le deuxième exemple, c'est Niedziennik, un journal d'un acteur polonais, Jacek Poniedziałek. C'est un peu une confession à la Didier Ribon, parce que l'auteur est aussi un homosexuel, un membre d'élite intellectuelle issu de la famille la famille sans capital culturel, pour le dire simplement. Et la troisième tendance, complètement nouvelle, c'est peut-être une mode, mais je la trouve vraiment, vraiment intéressante, concerne le jugement porté sur la condition de la vie des paysans et de la violence sanglante de la noblesse des seigneurs à travers des siècles. Cette tendance, à mon avis, confirme l'attribution de la prix littéraire Nike. C'est le prix littéraire le plus important en Pologne, à Radek Rak, qui a écrit un roman sur l'histoire de Jakub Szela, qui a été le dirigeant d'une révolte galicienne. C'était une révolte paysanne du 19e siècle contre la noblesse, contre la violence. Violence de la noblesse. Cette tendance s'observe pas seulement dans la littérature, mais aussi dans l'histoire. En effet, en 2020, il est apparu une grande synthèse historique intitulée Une histoire populaire de la Pologne. Et il n'y a pas d'un mois qu'il a paru un livre de Kacper Powłocki, l'anthropologue, intitulé Chamstwo, qui désigne une grossièreté, mais aussi c'est un nom ancien pour dire un nom méprisant pour dire les paysans. Kacper Powłocki montre l'esclavage des paysans et des paysannes polonaises. Et il donne l'éclairage nouveau sur ces questions de l'esclavage des paysans, de la violence et de leurs conditions de la vie. Et je vais m'arrêter là. Ok. Merci infiniment. Avant de... Enfin, non, j'allais dire sans transition, je continue ce tour. Je mentionne seulement que parmi les thèmes que vous évoquez, je pense déjà, et ce sera peut-être un sujet de discussion postérieure, qu'il y en a qui ont à voir avec des choses que l'on connaît dans d'autres aires linguistiques, et certains qui sont beaucoup plus particuliers à la Pologne, ou je pense notamment peut-être au dernier que vous mentionniez. Mais j'indique aussi aux personnes qui nous écoutent que le point de départ de votre explication sur, j'allais dire, les différents fils poétiques qu'on pouvait tirer de l'œuvre d'Olga Tokarczuk, qui a été mise à l'honneur par le prix Nobel tout récemment, vous en avez aussi fait une très belle analyse dans justement notre revue, Le Grand Continent, legrandcontinent.eu, en commentant notamment le discours de réception du prix Nobel d'Olga Tokarczuk, dans un texte que vous avez appelé « Le tendre narrateur ». Je passe maintenant la parole à Félix Terrones, qui est critique et traducteur péruvien, mais qui parle aujourd'hui de littérature hispanophone et peut-être espagnole. Vous êtes maître de conférence à l'université de Berne et auteur d'une thèse sur les images et l'imaginaire du bordel dans la littérature latino-américaine, très belle thèse publiée en 2019 avec une préface de Mario Vargas Llosa sous le titre en espagnol Un sueño hecho ficción, los prestíbulos en la novela latino-américaine. Oui. Et je vous cède la parole. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup à vous tous d'être venus ici, nous écouter par rapport à cette
thématique qui nous réunit aujourd'hui, celle du roman européen. Tout à l'heure, Mathieu, quand tu parlais de la diversité des langues en Europe, on faisait des parallèles avec les romans américains, soulignant du fait qu'en Amérique du Nord, il y a une seule langue, c'est-à-dire l'anglais, et qu'ici en Europe, il y a une diversité de langues. Je peux dire à peu près la même chose par rapport au cas de l'Espagne. Parce que contrairement au cas français, de la littérature française, où il y a eu un mouvement de francisation de toutes les populations, en Espagne, on a vraiment une grande diversité linguistique qui est très importante, c'est quelque chose à considérer, n'est-ce pas? En Espagne, on parle le valencien, on parle le basque, on parle l'asturien, on parle aussi, bien évidemment, les catalans et l'espagnol, n'est-ce pas? Il y a un élément qui se dégage donc de cette diversité. En Espagne, lorsqu'on pense à la littérature espagnole, on passe à deux grands centres linguistiques, culturels, politiques, littéraires et aussi sportifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire Madrid d'un côté et Barcelone de l'autre côté. Ces deux centres, lorsqu'il s'agit de littérature espagnole contemporaine, vont marquer en quelque sorte un centralisme à deux faces. C'est vraiment une spécificité de l'Espagne. Madrid en tant que capitale espagnole, depuis les siècles d'or, n'est-ce pas? Et nous pouvons trouver depuis les siècles d'or, par exemple, des espaces vraiment très littéraires à Madrid. Le barrio de los Poetas, où traînaient Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. Plus tard, je pense par exemple au XXe siècle, à des figures vraiment à portée européenne, telles que Camilo José Cela, n'est-ce pas, prix Nobel de littérature, et aussi Francisco Umbral. Tous les deux ont toujours cherché à donner un élan, à représenter par les biais du roman la ville, non? La vie urbaine à Madrid. Barcelone est une capitale tout autre. Barcelone, pour moi, est une capitale européenne. Avant d'être une capitale espagnole, comme Madrid est une capitale européenne, où l'on parle et le catalan et l'espagnol, où l'on trouve aussi des maisons d'édition qui ont beaucoup contribué à ce qu'on a appelé, depuis les années 60 les booms de littérature latino-américaine. Des maisons d'édition telles que Barral, des maisons d'édition telles que Nagama, qui vont permettre au champ littéraire espagnol, n'est-ce pas, d'avoir une portée vers l'ailleurs, une portée européenne, une portée méditerranéenne, mais aussi une portée vers l'Amérique. C'est très intéressant pour le cas de la littérature espagnole. Nous sommes face donc à un pays qui est riche, qui est très hétérogène et qui fait son entrée à l'Union européenne en 1986. La littérature espagnole de la décennie, c'est-à-dire la décennie 90, et celle du début du millénaire est une littérature, à mon sens, qui d'une façon ou d'une autre va chercher à établir une dimension européenne. Je pense à des auteurs tels que Antonio Muñoz Molina, n'est-ce pas, dont les romans se passent dans des villes européennes telles que Lisbonne et d'autres villes européennes. Mais je pense notamment à un écrivain que peut-être vous connaissez tous parce que tous ses livres ont été publiés ici en France chez Gallimard, à Javier Marías. Non? Javier Marías est un écrivain né à Madrid qui a commencé à publier à Barcelone chez Anagrama et ses romans se passent dans des villes européennes telles que Londres, n'est-ce pas? Il cherche à montrer un certain cosmopolitisme de la littérature espagnole, non seulement par ses thématiques, non plus par l'espace qu'il représente, mais aussi par son style. Contrairement à des écrivains espagnols de générations précédentes, il revendique un héritage à portée universelle, n'est-ce pas? Il revendique Joseph Conrad, il revendique Vladimir Nabokov, et il revendique notamment William Faulkner, n'est-ce pas? C'est les auteurs espagnols de la fin du millénaire précédent et les auteurs du XXIe siècle, c'est les auteurs qui vont justement chercher à avoir une portée plutôt cosmopolite, hein, à montrer que c'est des auteurs qui circulent dans le monde. Je pense aussi à des auteurs qui vont de la génération, ces générations qu'on appelait génération nocilla, non? C'est des auteurs qui vont montrer leur circulation dans le monde, mais de façon autre. C'est des auteurs qui cherchent à montrer, notamment dans leurs manifestes, et dans leurs livres où ils mélangent les essais littéraires, la philosophie et la fiction, comme les pop, la culture pop, je veux dire, les mass médias et les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, l'Internet ont imprégné la vie de tous les jours et aussi ont perméabilisé cette expression artistique que nous appelons littérature. L'arrivée de la crise espagnole en 2008 impose autre ligne de création. Je crois que c'est là que je rejoins un peu ton point de vue, Marlène. Non? Les grandes lignes actuelles sont d'une façon ou d'une autre, ont étroit lien avec la politique et la mémoire historique.
Je pense à des écrivains tels que Javier Cercas ou Isaac Rosa, qui ont abordé justement la période de la dictature, la montée du franquisme en Espagne, et qui vont interroger la mémoire historique sociétale de tout un pays, c'est-à-dire l'Espagne, par le biais de leur fiction où l'on mélange la réflexion historique et l'élément strictement littéraire. De façon telle que, à mon sens, cette inquiétude pour l'histoire espagnole est venue vraiment quelque sorte de niche de marché. Eux-mêmes, ils sont conscients de cela. Par exemple, Isaac Rosa a publié récemment un roman dont le titre est Otra maldita novela sobre la guerra civile espagnole, ¿no? Un autre maudit roman à propos ou consacré à la guerre civile, n'est-ce pas? Toujours dans le domaine du politique, la montée du mouvement de droite mène également à interroger l'histoire espagnole ancienne, en particulier son passé colonial ou impérial. Hein? Et je pense à des textes tels que les essais écrits par María Elvira Roca. Elle écrit un essai qui était vraiment qui a connu une ample diffusion en Espagne et en Amérique. Cet essai s'appelle Leyenda negra e imperiofobia, ¿no? La légende noire et la phobie de l'empire. ¿No? Dans cet essai, il s'agit de souligner les éléments positifs de l'arrivée des Espagnols en Amérique, ¿no? La civilisation, la religion, la langue, et aussi de critiquer une certaine historiographie de la période coloniale espagnole, qui, d'après María Elvira Roca, a été prônée par les intellectuels, par les universitaires français. Bon, voilà donc certains éléments de réflexion concernant la littérature espagnole à l'heure actuelle. Quelle place pour la littérature nationale, quelle place pour la littérature écrite en espagnol en Espagne dans un contexte global où on parle maintenant de world literature, de littérature mondiale? Dans un contexte global où les nationales semblent envahis, voire dépassés par le global. Non? Ça, c'est des questions que je trouve très pertinentes à se poser aujourd'hui, très pertinentes. Moi, je crois que le futur européen de la littérature en espagnol, de la littérature espagnole en espagnol, se joue en ce moment par l'immigration et les transnationales. Que ce sont les écrivains migrants qui arrivent en Espagne, qui vont parler maintenant des chômage, qui vont parler des crises espagnoles, qui vont parler aussi de la crise politique qui traverse les pays espagnols. Ces écrivains migrants, non seulement latino-américains, mais aussi africains, mais aussi des écrivains qui viennent d'autres latitudes. Non? En littérature allemande, on a créé un terme pour cela, la littérature migrante. Non? Je crois que c'est un terme qu'il faut interroger. Il faut poser un regard critique sur ce terme, bien sûr, mais c'est un terme qui m'interpelle parce que pour moi, tous ces écrivains qui viennent d'autres latitudes contribuent à créer les grands romans européens de nos jours. Je vais m'arrêter là avec cette question que peut-être on pourra en discuter après. Merci beaucoup. Je laisse tout de suite la parole à Vincenzo Latronico pour que l'on puisse justement continuer ce panorama et pour vous prouver qu'il est véritablement européen. Enfin, vous ne représentez ici que 3 langues, mais c'est déjà beaucoup pour pouvoir avoir une bonne discussion. Mais Vincenzo, qui est italien, nous parle depuis, je crois, Berlin. Ouais. Et Vincenzo, vous êtes auteur et traducteur en italien et vers l'italien, auteur de nombreux livres, de nombreux romans, dont le dernier, La Cospirazione delle Colombe, est paru chez Bompiani en 2011. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Félix et Marlena, de tout ce d'intéressant que vous avez introduit. Je voudrais commencer, en fait, par me relationner directement à quelque chose qui avait été dit par Félix maintenant, qui est que... désolé, j'essaye. Ouais, OK. Félix parlait du fait que, dans certaines mesures, le roman national semble dépassé par la dimension de la littérature globale. Je voudrais me concentrer un peu sur ce choix de terme dépassé, parce que je trouve que, au moins de la perspective que je vois de l'Italie, moi je l'utiliserais quelque chose d'un peu plus fort et avec des connotations aussi un peu moins positives. C'est-à-dire que le début de ma réflexion, en fait, est un livre écrit par une autrice japonaise, Mitsumura Minae,
qui est apparu il y a une dizaine d'années et qui en anglais s'appelle The Fall of Language in the Age of English. Et Mizumura réfléchit beaucoup sur le fait que dans son expérience d'écrivaine japonaise qui a grandi aux États-Unis et qui a décidé de reprendre sa langue et sa tradition culturelle en allant vivre au Japon et en écrivant en japonais, et maintenant, qu'elle est plus âgée, elle a des regrets parce qu'elle se sent un peu mise à côté dans sa tradition par rapport à la direction qui a pris la littérature internationale, ce que Félix appelait la littérature globale. Ce que Mizumura a dit, et que je trouve qui est très pertinent aussi pour parler un peu de la situation en Italie maintenant, c'est qu'en fait, c'est pas que le national a été dépassé par le global, c'est que le national a été plutôt forcé à devenir local, mis à côté par quelque chose de universel ou qui prétend être universel. Et bien sûr, ce qui prétend être universel ou qui, dans certaines mesures, l'est, est la littérature anglophone et surtout américaine. On parle de Great American Novel et on sait en fait que dans une certaine mesure, nous tous ici, on le lirait dans notre propre langue ou en anglais. Et on n'est pas sûr qu'on lira le Great Japanese Novel ou le Great Italian Novel. On ne sait même pas ce que ça peut être le Great European Novel. Et ce dont je voulais parler par rapport à la situation italienne actuelle, c'est que je vois une grande tendance, qui bien sûr est une tendance commerciale, mais qui s'aperçoit même dans des œuvres de grande littérature et de grand cinéma. C'est une tendance vers revendiquer cette sorte de niche de la localité. Si on pense par exemple à l'énorme impact qu'il y a eu sur le panorama littéraire italien, le succès international de Elena Ferrante, qui, je trouve, une grande écrivaine, qui a écrit des grands romans, mais ces grands romans ont été perçus autant que tels aussi parce qu'il y avait une dimension locale très forte. Il y avait toute une sorte de, disons, carte postale de certaines parties d'Italie, de Naples, les mouvements des années 60 et 70, qui pouvaient, d'une part, être immédiatement reconnus par les lecteurs et les lectrices, et d'une autre part, qui pouvaient donner une sorte de flair typique, séduisant, à une histoire qui, par ailleurs, avait une dimension universelle. Le même a été vrai, par exemple, pour les films de Luca Guadagnino, qui aussi, je trouve, un très grand metteur en scène, mais qui a connu une sorte d'accès à une dimension plus universelle de reconnaissance et à un public plus universel, grâce au fait qu'il s'est concentré sur la narration d'une Italie très typique, très, très locale. Et je trouve que l'impact que ces deux exemples et plusieurs autres ont eu sur la culture italienne à un moment est très fort. Et je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se concentrent maintenant sur chercher une sorte de dimension de localité pour avoir un appel plus immédiat à un public international duquel ils ont un peu peur de ne pas pouvoir accéder en se posant directement en tant que représentant d'une sorte d'universalité. Je pense par exemple à Nicola La Gioia, qui a écrit La Città dei Vivi, que je trouve peut-être le meilleur livre qui est apparu, le meilleur roman qui est apparu en Italie l'année dernière, qui essaye de donner une image très sombre, très typiquement cruelle de Rome, et se concentre sur cela. Je pense à Accabadora par Michela Murgia, qui fait quelque chose de pareil, mais dans une autre région. Et en tant qu'écrivain italien, même si je vis à Berlin, j'ai grandi au Luxembourg, je me sens plus européen qu'italien dans plusieurs mesures. Et ça me fait un peu peur de voir que dans ce que Félix appelait la world literature, le marché global, en fait, le global literature, pardon, j'ai la sensation qu'il est très facile d'être attiré vers une sorte de petite niche où tous les pays, sauf un, offrent leurs produits typiques. Et puis il y en a un, au moins une langue, qui a un accès beaucoup plus direct, beaucoup plus immédiat à l'universalité. Et
Oui, c'est pas très... la seule autre tendance que je trouve très forte en Italie en ce moment, qui semble contraster cela, c'est une tendance à la narration autobiographique qui a produit dans les dernières 2 années de très très grands livres, qui sont La Straniera par Claudia Durastanti et Città Sommersa par Marta Barone. Je crois que les deux ont été ou vont être traduits en français, qui sont des réélaborations littéraires de partie de l'histoire et de l'expérience personnelle des autrices, très différentes, mais très très fortes dans leur propre façon. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je trouve très fertile et une très bonne direction qui est en train de prendre une nouvelle génération d'écrivaines et d'écrivains en Italie. Bien sûr, on pourrait aussi dire, et c'est aussi quelque chose qui est, que je trouve est significatif par rapport à une génération d'écrivains et d'écrivaines dans laquelle je fais partie, les auteurs qui ont entre 40, 30 et la fin des 20 ans, et ceci est le cas aussi de Claudia Durastanti et de Marta Barone, c'est que cette tendance à une certaine sorte de récit autobiographique a aussi, dans une quelque façon, été importée par le grand succès de ce genre dans les dernières années dans le milieu anglophone, je trouve. Et Claudia Durastanti et Marta Barone et moi-même, et presque tous les auteurs et les autrices de cette génération, en fait, vivent en partie d'écriture et en partie de traduction de l'anglais. Et cela fait qu'il y a une façon où même la littérature italienne, qui ne se concentre pas sur la vente de cartes postales ou la production de quelque chose de local, a une sorte d'esprit d'universalité qui quand même est médié et dans certaines manières hérité par ceux qui arrivent dans un milieu anglophone et dans un débat qui a son centre à New York, ou peut-être un petit peu à Londres. Oui, je crois que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Sur des considérations qui sont donc, disons, moins optimistes ou, pourrait-on dire, disons, qui mettent les pieds dans le plat du problème qui peut être le nôtre, à savoir qu'est-ce que veut dire une échelle européenne, là où l'échelle naturelle de toute littérature, c'est souvent sa langue. Comment fait-on pour... Et est-ce que c'est un pari qui vaut la peine d'être couru, comme disait Platon, de passer, de trouver voilà, un échelon qui ne soit ni celui d'une langue nationale, ni celui d'un localisme dont Vincenzo montrait qu'il avait aussi ses limites dans les types de produits culturels qu'il pouvait donner à voir à des lecteurs internationaux, ni non plus directement l'échelle mondiale, l'échelle globale, mais qui serait cette échelle intermédiaire continentale, disons, dont la portée pourrait être d'être continentale. Peut-être pour creuser un petit peu cette question, je vous propose un détour et je vous propose de répondre qui voudra et de vous répondre les uns aux autres sur cette question. Si on fait un petit retour en arrière, j'ai un peu hâtivement dit au début qu'il y avait sans aucun doute des grands romans américains. Mais est-ce qu'il n'y en a pas eu en Europe? Est-ce que quelque part, ce que l'on a du mal à nommer et à trouver peut-être aujourd'hui a pu exister de façon assez évidente dans le passé? Si on regarde il y a 100 ans, est-ce qu'à vos yeux, il ne fait pas de doute que Proust, Kafka, Virginia Woolf ou Dostoïevski sont des producteurs de Great European Novels? Et quelque part, qu'est-ce qui peut-être était là, qui ne serait plus là aujourd'hui, ou quels sont les points que l'on peut essayer de récupérer pour repenser la littérature présente à partir de ce point de comparaison? Je ne sais pas qui voudrait me répondre en premier. On peut renvoyer la balle exactement dans le même sens, enfin dans le sens inverse, et donc commencer par Vincenzo qui n'est pas avec nous. Ok. En fait, je trouve que la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un sens dans Dostoïevski, Kafka, Virginia Woolf, mais aussi Anna Maria Ortez, je trouve, par exemple, ont écrit des grands romans. Ça, c'est hors de doute. Et ils sont, ou ils auraient été, s'ils étaient nés maintenant, européens. Alors, on peut nommer leurs œuvres en tant que des grands romans européens. Mais il y a un sens, je trouve, où cela n'est pas le cas. Et c'est-à-dire que il y a une mesure d'identité
que l'idée du Great American Novel offre à ses lecteurs et lectrices naturels, c'est-à-dire le public américain, le public des États-Unis, qui revoit une sorte de figuration directe de leur expérience que, en tant qu'Italien, je ne pourrais pas avoir chez Dostoïevski, que je ne pourrais pas avoir chez Balzac, même si, par exemple, je trouve qu'on peut dire que La Comédie humaine est le prototype du Great Something Novel. Mais bien sûr qu'on s'y revoit dans un autre niveau spirituel, on peut dire, on comprend des choses de ce que ça veut dire d'être humain, qui est après ce que je pense la littérature est censée faire. Mais il y a une sorte d'accès direct à l'expérience qui est racontée, qui est possible seulement dans une unité, je trouve, dans une unité sociale, civile, qui, pour l'instant, en Europe, on n'a pas, même en mettant à côté le problème de la langue. Et je trouve que c'est ça, en fait, ce qui montre un peu le sens inverse de l'idée de la Great American, French, European Novel. C'est que c'est un concept un peu impérial, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut parler d'une Great Novel liée à une unité politique, civile, sociale. Et bien sûr, ce qu'on est intéressé, c'est qu'à cette unité soit le plus vaste possible, comme maintenant est l'univers anglophone qui couvre une très grande partie de la population mondiale. Mais cette idée d'une unité sociale et civile qui soit le plus vaste possible est l'idée d'un empire. Ce n'est pas un cas, je trouve, que par exemple l'idée que La Comédie humaine soit un grand roman de ce type, et je trouve que ce le soit, c'est aussi lié à une période où la France était une puissance impériale beaucoup plus que maintenant. Et le même, d'une certaine façon, pourrait être dit de Musil, par exemple, qui serait aussi un très bon exemple. Et alors, en ce cas-là, je me demande si c'est ça vraiment qu'on veut en Europe, ou si plutôt on ne veut trouver un concept qui admet plus de pluralité, qui admet moins de hiérarchie, que je trouve est implicite dans une notion pyramidale avec un great novel au sommet, et une vaste population qui s'y revoit à la base. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous deux, ou l'un puis l'autre, veut répondre à cet argument un peu déconstructionniste, j'allais dire aussi, sur l'idée d'un grand roman d'une ère géographico-sociale? Ce que je vois en Pologne, c'est la tendance plutôt de micro-romans, micro-narrations, il n'y a pas de tentative d'écrire un grand roman européen. Ce qui me vient à l'esprit quand j'écoutais Vincenzo, c'est que Proust, Kafka, Thomas Mann, le grand nom de la littérature européenne, je pense qu'ils tous ont essayé de répondre aux questions bien ancrées dans la culture européenne. Ce sont des questions sur la beauté, la vérité, sur l'art. Undemalum, c'est une grande question d'ère européenne. Peut-être pour répondre à cette vision déconstructiviste, ça c'est une voie, une réponse. Peut-être on peut chercher ici, on peut chercher des questions universelles pour notre ère géographique, on peut chercher de grands problèmes et essayer de répondre. Oui, je suis vraiment très content de participer à cette table ronde parce que je vois qu'il y a plein d'idées, plein de choses qui sortent, qui m'interpellent beaucoup, qui m'interpellent énormément. C'est vraiment très riche discuter, avoir cette opportunité. Bon, je vais être un peu désordonné, mais ça m'a beaucoup interpellé ce que Vincenzo a dit et ce que toi tu as dit aussi, Mathieu, pour rebondir sur nos trois interventions.
Je crois en effet que ce qui fait la singularité de la littérature du roman européen, comme on l'appelait dans cette table ronde, de nos jours, c'est qu'il y a cet enjeu de circulation dans le monde. Lorsqu'on parle de la world literature, je crois que Vincenzo a défini très bien les enjeux qui sont inhérents à ce qu'on appelle littérature mondiale, qui d'ailleurs est un terme qui vient des États-Unis. Encore une fois, c'est passé par les États-Unis pour être labellisé à caractère universel. C'est vraiment quelque chose de paradoxe qu'il faut retenir de toute façon. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que justement pour cette exacerbation des localismes, si je reprends bien les termes utilisés par Vincenzo, c'est-à-dire le fait de devoir écrire sur des thématiques très contraignantes, n'est-ce pas, la guerre civile espagnole par exemple, avec un langage extrêmement lisse. On n'a pas souligné l'élément du langage, mais pour circuler dans le monde, en fait, dans ce moment, il ne faut pas être moderne. Il faut utiliser un style et un langage le plus lisse possible, le plus traduisible possible, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui m'interpelle davantage parce que vraiment, les grands romans européens, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure de Proust, on a parlé de Thomas Mann, on a évoqué Robert Musil, et ces écrivains, ils n'ont pas écrit pour être européens, ils sont écrits pour être européens. Ils sont écrits pour être écrivains, pardon, n'est-ce pas? Ils sont écrits aussi avec un élan de modernité qui est peut-être devenu vétuste, démodé nos jours. Moi, franchement, je crois très sincèrement que les romans européens, la littérature européenne, elle est plutôt vers le passé. C'est-à-dire, pour moi, il y a des auteurs qui ont une portée européenne, mais sans le savoir. On parle de la Renaissance, on pense tout de suite à Dante, je pense aux romans espagnols. Je crois que les romans, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas les concevoir, on ne peut pas les percevoir tel qu'il est nos jours sans Cervantes. Et Cervantes, c'est quelqu'un qui s'est emparé d'un savoir encyclopédique à portée universelle à l'époque, c'est-à-dire les romans de chevalerie. Il n'avait rien de plus européen à l'époque, pour faire un roman strictement espagnol, mais tellement imprégné du savoir de son époque qu'il a construit un roman européen. N'est-ce pas? Il a cette geste, il a cette volonté d'aller vraiment plus loin, que peut-être de nos jours... En fait, je crois que de nos jours, le problème, c'est l'effet circuler. Et la circulation, d'un côté, elle est conçue, elle est proposée comme quelque chose qui va permettre aux écrivains de passer les frontières. Un écrivain rêve toujours de dépasser les frontières. C'est l'essence d'un écrivain. Un écrivain, il n'écrit pas pour sa petite chapelle. Il écrit pour des lecteurs. Il cherche à avoir des lecteurs. Mais le problème, c'est que c'est l'autre côté de la monnaie. C'est-à-dire de se dire que la circulation, elle s'est faite, mais si on aborde certaines thématiques, mais si on écrit avec un style qui est tout à fait interchangeable, n'est-ce pas? Maintenant, les écrivains, ils s'écrivent avec un style qui est vraiment neutral, quoi. On ne reconnaît plus la voix d'un écrivain. Non? Et je crois que c'est l'élément qui peut-être caractérise... Bon, Vincenzo tout à l'heure s'excusait d'être pessimiste, moi je m'excuse d'être encore plus pessimiste que Vincenzo. C'est le bon... Il faut en parler, c'est des mots qui sont vraiment très intéressants. Et pour finir, on parle des Great American Novels, mais le roman, il est espagnol, il a été fait par Cervantes, il est donc européen. Les romans, je crois que c'est un espace tellement libre, un espace textuel tellement libre qu'il peut tout amalgamer. Il peut tout intéresser. C'est vraiment ça la richesse. C'est comme la portée européenne. C'est comme quand Montaigne pense aux Brésiliens dans ses essais. Il y a toujours, dans les romans, il y a toujours cette envie d'aller au-delà. C'est dans son code génétique, dans les codes génétiques du genre littéraire, quoi. Et alors, je rebondis sur ce que vous venez tous les trois de dire pour poser une question peut-être un peu différemment. Est-ce que... alors, premièrement, est-ce qu'on a besoin... pour peut-être... Tout ce que vous dites tend à montrer une chose aussi, qui est que ce n'est pas forcément par volontarisme d'écriture qu'on parvient à ce que des symboles littéraires émergent, mais plutôt après coup, quand une société s'y reconnaît, et notamment quand elle rend aussi patrimonial l'héritage d'un auteur ou d'une autrice. Est-ce qu'il faut pour cela quelque chose qui irait un peu à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des formes narratives longues? Est-ce qu'on a besoin... C'est une question très concrète, mais est-ce que pour être un emblème transnational et notamment européen, un roman n'a pas besoin d'être, enfin une forme narrative n'a pas besoin d'être elle-même longue, voire cyclique? Et je pose notamment cette question à Marlena, peut-être au sujet d'Olga Tokarczuk, qui elle est une écrivaine qui défie un peu ce que tu disais, c'est-à-dire
relativement complexes et ayant écrit des cycles relativement longs, enfin longs par rapport à peut-être d'autres tendances qui s'observent aujourd'hui dans la littérature. Oui, mais je pense que c'est aussi une question des exigences de la marché, aussi de besoins de lecteurs. Mais Olga Tokarczuk, oui, effectivement, elle écrit des romans longs sur le sujet complexe tel que, je ne sais pas si vous connaissez, ce livre pour lequel elle a obtenu le prix Booker, le livre de Jacob. C'est un roman sur la religion juive, sur le schisme dans la Pologne. C'est vraiment très développé. Elle a fait beaucoup de recherches historiques. Et je me demande si, voilà, c'est cette question de paradoxe de localité universelle. Je me demande si, par exemple, ce livre de Tokarczuk n'est pas très local, si ça peut intéresser le lecteur européen. Je ne sais pas. Mais si on parle de la forme, c'était aussi une question que je me suis posée avant de notre discussion, parce que oui, on connaît de grands romans, ce sont des romans avec la construction très longue, linéaire, c'est une narration. C'est une question pour moi très importante si le roman européen doit être une grande narration linéaire qui sur l'histoire oui, ou plutôt ou plutôt s'il n'est pas le temps pour chercher le sujet dans l'histoire, les histoires mineures, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais dans les histoires de minorités, peut-être il est temps d'ouvrir la discussion pour la littérature mineure, oui, écrite par les minorités pour écouter leur voix et les intégrer dans cette histoire de l'Europe qui est aussi une histoire de la violence, de colonie, je ne sais pas, oui. Merci. Merci beaucoup. Et alors, à moins que vous ayez une réponse immédiate à donner à cela, j'oriente encore un peu autrement la question pour multiplier le nombre de questions que je vous pose dans un temps limité. Est-ce que justement, on ne peut pas faire le pari, est-ce que c'est pas ça quelque part l'Europe qu'on recherche, même idéalement, que le localisme que craignait Vincenzo peut être au contraire dépassé quand il intervient dans l'espace européen. J'essaie de le dire autrement. Quand on joue d'une carte locale, cela peut donner, comme tu le disais, une vignette, une carte postale aux yeux d'un Japonais ou d'un Américain ou d'un Australien qui va lire Elena Ferrante. Mais est-ce que justement l'espace européen, ça n'est pas celui-là où, quand quelque chose de très local est produit dans un autre pays, on se rend compte qu'en fait, cela nous parle également beaucoup. Je pense par exemple à des sujets d'autofiction ou de fiction vraie qui sont une tendance que chacun de vous trois a mentionnée pour son aire linguistique, dont on sait aussi combien elle est présente dans la littérature francophone. Je pense à tout le monde, mais évidemment à Annie Ernaux ou à Emmanuel Carrère, dans des styles différents qui correspondent d'ailleurs assez bien aux deux types d'autofiction que Marlène mentionnait, hein, le roman sur soi et le roman historique, disons, enfin, le roman vrai d'histoire et le roman vrai sur soi.
et donc voilà, est-ce que quelque part ce piège entre local et global, entre le risque de faire de la couleur locale et donc quelque part de s'appauvrir, n'est pas quelque chose qui pourrait être dépassé quand on rêve d'un roman justement qui parlerait vraiment de Madrid, mais qui parlerait fortement à quelqu'un qui vit en Estonie ou en Roumanie. Vas-y Vincenzo, si tu veux. Ah, oui, ok. En fait, je vais répondre à ça, mais je vais aussi me lier à quelque chose que mentionnait Félix, parce que je trouve que, pour être moins pessimiste, s'il y a une sortie, c'est justement dans cela. Je trouve que là, bien sûr, l'Europe se situe dans une position ambiguë par rapport à l'opposition entre local et universel ou global. Et je trouve que la solution, c'est une sorte de multilocalité. C'est-à-dire que Félix parlait de dépasser les frontières. Et c'est justement ça, l'expérience d'un écrivain, une écrivaine, un philosophe, une philosophe européenne depuis des siècles a été de dépasser les frontières, se déplacer, apprendre des autres langues, discuter avec des... Et je crois que s'il y a une spécificité européenne, c'est justement dans ça, dans cette sorte de irréducible multiplicité. Si je dois penser, et j'y ai pensé pendant que Félix en parlait, à un prototype de roman européen, même si c'est tout sauf que great, if anything, seulement parce que c'est très court. Et c'est en fait Kentuckis par Samantha Schweblin, qui est une autrice argentine, qui écrit en espagnol castellano, qui vit à Berlin. Je ne sais pas si ça compte comme européen ou non, mais c'est une histoire qui se déroule partout dans le monde. Il y a des parties en Amérique du Sud, il y a des parties en Italie, il y a des parties à Hong Kong. Ça n'appartient vraiment à aucune tradition locale, mais bien sûr que c'est local dans plusieurs façons. Tout simplement parce que je sais, même si je ne la connais pas, que Samantha Schweblin vit quelque part près de chez moi. Et je trouve que ça, par exemple, pour moi, ça serait un bon exemple de quelque chose qui vise à dépasser cette opposition. Oui, je te remercie de reprendre le cas de Samantha Schweblin parce que bon, c'est une écrivaine argentine, comme tu l'as dit, je la connais beaucoup moins comme auteur, mais ça me permet de reprendre ce que j'avais dit à la fin de ma présentation, c'est-à-dire concevoir les grands romans européens ou la littérature européenne comme faite de plus en plus pour des jeunes qui viennent issus d'autres horizons, non qui ne sont pas forcément nés dans les frontières à l'intérieur de l'Europe, je veux dire, mais qui viennent d'autres horizons non seulement culturels, mais aussi esthétiques et linguistiques, pour apporter quelque chose de nouveau et pour jouer justement sur cette richesse si paradoxale qui est celle de l'Europe. Je pense, tu parlais, Vincenzo, de l'écrivaine argentine qui habite à Berlin. Je pense à la littérature allemande, je pense à l'écrivain iranien Navid Kermani, qui écrit des romans tels que Dyname, ou qui s'occupe de, par exemple, dans une de ses fictions, il lit Hölderlin à la lumière de la mystique soufie, par exemple. Et ça tient la route, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'hybridation, qui est dans l'exploration permanente. C'est quelqu'un qui conçoit la littérature comme quelque chose qui mélange, qui se fait dans les métissages. Et je crois que c'est une porte que l'on peut laisser ouverte pour la réflexion, c'est-à-dire dans quelle mesure des écrivains migrants font la littérature européenne de nos jours. Hein? Je crois que ça c'est quelque chose qui souligne d'un côté cette universalité, l'Europe, universalité prise dans les bons sens du terme. Non? On laissant de côté les éléments coloniaux et tous ces éléments d'ordre historique, on fait ça abstraction à un moment. Et d'un autre côté, en soulignant tout ce qui se passe dans l'histoire européenne depuis la chute du mur. La chute du mur, c'est la chute la chute du mur de Berlin, c'est la chute d'une frontière, d'une grande frontière idéologique et spatiale. Ça a laissé une cicatrice. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette cicatrice en Europe? Comment on a construit nos fictions, nos représentations littéraires à partir de ces grands moments? Ça fait des décennies, mais je crois que c'est quelque chose par rapport à laquelle on peut réfléchir, quoi. Marlena? C'est dommage qu'on n'a pas ici un correspondant allemand. Mais oui, c'est une bonne question. Pour moi, je le comprends bien parce que je viens de l'autre côté du mur de Berlin, parce que Varsovie, c'était
Ah bah, vous le savez bien. J'ai l'impression que Varsovie devient plus en plus cosmopolite qu'on vit. Varsovie et les autres grandes villes polonaises, mais en ce qui concerne la littérature, le sujet développé par les écrivains et les écrivaines, c'est très local. C'est très intéressant parce que il y a aujourd'hui beaucoup de récits autobiographiques, oui, qui sur cette transformation économique, sur le capitalisme en Pologne, parce que c'était un choc pour les gens. Oui, c'est une bonne question. Comment on réunit les deux discours de deux côtés du mur de Berlin. Et au sujet de cette, quelque part, de cette hybridation, de ce que Félix, tu appelais les écrivains migrants, on sait aussi à quel point... Enfin, il y a partout des figures ont constitué des littératures nationales par le fait même qu'elles n'y étaient pas nées. On peut penser évidemment à Nabokov, je pense aussi à une figure comme celle d'Ishiguro en Europe, qui me semble être voilà, un écrivain européen aussi, très fortement. Et c'est une question qui est plus particulière à l'espace hispanophone, mais peut-être que vous pourrez y réagir, Marlena et Vincenzo, autrement ou à partir de vos propres expériences. Comment est-ce que la littérature espagnole, comme tu l'as dit, est scindée en différentes langues et dans une bipolarité entre Madrid et Barcelone, y compris au plan éditorial, mais on peut dépasser un petit peu, on me l'a dit. Comment s'articule, disons, le regard sur l'Europe à partir d'une langue qui est elle-même une langue littéraire dans tout le continent latino-américain aussi? C'est-à-dire, comment est-ce que ça n'est pas aussi en faisant un pas de côté que l'on prend conscience de ce que sont des spécificités continentales? Est-ce que ce n'est pas aussi depuis la littérature latino-américaine qu'on prend conscience de ce que c'est qu'un roman européen à certains égards? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que tu proposes, que tu avances. Il y a un livre, ça me fait penser à un livre qui était publié dans les années 80 qui s'appelait Les écrivains espagnols et les romans latino-américains. Du coup, c'était un livre qui réunissait les témoignages de plusieurs écrivains espagnols vraiment très connus à cette époque-là. Je pense à Juan Ben, à Camilo José Cela, bien évidemment à Francisco Umbral, où on leur demandait ce que cela leur donnait en tant qu'écrivain la littérature latino-américaine. Et pour certains d'entre eux, c'était vraiment très évident. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina est un écrivain qui est devenu européen grâce à la lecture des écrivains latino-américains. C'est étrange, mais c'est comme ça. Parce que, en fait, quand on est lecteur de littérature, on ne connaît pas les frontières. Et toutes ces passerelles-là, elles sont vraiment liées à l'imaginaire, liées à liens que l'on établit avec la création littéraire, sont tout à fait possibles. Antonio Muñoz Molina, il a lu Juan Carlos Onetti, l'écrivain uruguayen, et ça lui a permis de constituer son propre univers littéraire à lui, extrêmement littéraire, extrêmement européen, espagnol, extrêmement européen. Bien sûr, il y a d'autres écrivains espagnols qui ont une perception plutôt mitigée, voire négative de la fiction, du roman latino-américain. Mais de toute façon, c'est là, c'est quelque chose de miroir qui est là, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui permet de se regarder, mais qui se permet de se regarder pas de façon nombriliste, mais avec beaucoup de critiques et de façon telle que les écrivains espagnols arrivent à s'imprégner de ces explorations formelles. Et il faut dire aussi que les plus grands écrivains en langue espagnole du XXe siècle, ce n'était pas en espagnol. On le sait très bien ici en France. C'était Jorge Luis Borges. Il a beaucoup fait, non seulement pour la littérature écrite en espagnol ou en Amérique latine, mais aussi pour la littérature espagnole. Après Borges, on conçoit autrement la littérature espagnole. C'est vraiment la balle qui revient vers l'Europe pour permettre aux écrivains espagnols d'interroger autrement leur façon de faire la littérature. Est-ce que Marlena ou Vincenzo, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Pardon, je suis obligé de me tourner pour voir Vincenzo.
Non, en fait, la seule chose que j'aurais voulu ajouter, mais en fait, je vais pas la lire parce que c'est trop pessimiste, mais que je crois qu'une réédition du livre dont Félix parlait, une réédition de de cette recherche qui a été faite beaucoup plus tard, avait aussi une préface par Roberto Bolaño qui s'appelle Ces vies me tuent, et qui essaye de démontrer exactement quelle est la nature de la littérature latino-américaine, il le met entre guillemets, qui est un peu la même chose qu'on est en train d'essayer de discuter maintenant. Je voulais citer la fin de son introduction, mais c'est tellement pessimiste et atroce que je ne vais pas le faire, mais qui en a envie pourrait aller se le chercher. Aussi parce que ma perspective n'est pas aussi négative que cela, même si je trouve que certaines des idées mentionnées par Bolaño dans ce texte valent aussi de l'idée de la littérature européenne. Marlena? Non, j'ai rien d'ajouter. Alors, pour ne pas qu'on dépasse trop, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Je crois qu'il y a un micro qui circule au fond. Merci, c'est bon? Oui. C'était très intéressant. J'avais une question, peut-être que vous pourrez me renseigner parce que je ne me souviens plus. Pourquoi le roman de Romain Gary, qui s'appelle Éducation européenne, s'appelle Éducation européenne? On parle là de Romain Gary, justement d'un écrivain migrant à travers l'Europe pendant sa jeunesse. Et bon, c'est une première question, et en lien avec ça, je me disais, dans l'idée de grands, peut-être pas de grands romans, mais de grands récits, dans l'histoire de la philosophie, ça fait immédiatement penser à un auteur qui est Hegel, qui a essayé à travers son œuvre de produire, ou en tout cas c'est comme ça qu'elle a été beaucoup lue, de produire un grand récit, non seulement mais plus largement de l'humanité, et un grand récit qui voulait à un moment donné résorber, qui prétendait à une fin de l'histoire et une résorption de la culture dans le concept, avec une quête d'absolu dont on a pu trouver aussi des traces ou des échos dans les grands récits nationalistes. Je pense notamment à celui de l'Allemagne du Troisième Reich, et la prétention à un absolu finalement qui exaltait un certain récit en lui conférant une prétention à l'universalité, avec tout ce que ça pouvait comporter de négation de l'altérité. Et ce que je me demandais, c'est si quelque part dans un roman comme celui de Romain Gary, L'éducation européenne, et puis quelque part dans toute l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, si le grand récit ou le grand roman n'est pas celui justement d'un refus de céder à l'appel d'un absolu qui viendrait nier quelque part une altérité en cherchant à la réduire à un concept, à un récit trop déterminé, trop défini. Et si l'histoire du grand récit européen ne serait pas celle-là, finalement, celle de la résistance à cet appel de l'absolu qui nie l'altérité. Voilà. C'est une longue question. Qui se sent les épaules d'y répondre? Merci pour cette question, qui ouvre des horizons plus optimistes, peut-être que certaines conclusions qui ont été faites. Pour rejoindre un peu, pour te permettre, toi, Marlène, de répondre, parce que je crois que c'est toi qui évoquais cet élément-là, je crois qu'on pourrait établir une transition vers ce que tu avais souligné, Marlène, c'est-à-dire, je crois que l'époque n'est plus la même. On n'est plus dans les grands récits, et on est plutôt dans les récits éclatés. On est plutôt dans une période où, au niveau, je crois, je parle par exemple de la littérature espagnole, parce que ça m'a fait penser tout ce dont tu parlais par rapport aux nouvelles subjectivités, par exemple, aux textes brefs, aux récits fracturés, éclatés, aux récits qui ne proposent pas une unité, justement, non seulement idéologique, mais aussi esthétique, ou ne serait-ce qu'une unité par rapport à la subjectivité qu'ils racontent, la façon de Romain Gary, par exemple, dans l'éducation européenne.
un roman que j'ai lu il y a très longtemps avec beaucoup de fascination. J'ai un très beau souvenir de ce texte et du reste des livres de Romain Gary, un écrivain immigré qui écrit en français, qui fait les choix comme plein des auteurs extraterritoriaux, parce que c'est le cas de, ça c'est dont George Steiner parlait, c'est l'extraterritorialité, c'est-à-dire ces écrivains qui viennent d'un autre horizon linguistique et qui choisissent une langue d'écriture. C'est Nabokov qui choisit d'écrire en anglais, c'est Conrad qui choisit aussi d'écrire en anglais, c'est Romain Gary qui choisit d'écrire en français. Je crois donc que l'époque n'est plus la même. Je crois que les écrivains aussi soulignent l'élément propre de la fiction, c'est-à-dire une fiction qui n'est pas dogmatique. Hein? Avant, on était dans les registres un contemporain des Romain Gary, c'était un philosophe, écrivain qui avait aussi une dimension européenne à l'époque, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un écrivain engagé. On parlait d'engagement à l'époque. Un écrivain devait être un homme de son temps. Il devait être dans les luttes de son époque. Je crois que ces paradigmes d'écrivain et ces paradigmes d'écriture, il est peut-être dépassé, non? Marlena, une réaction à cette question et à la première réponse? Oui, peut-être. Je crois que oui, l'époque n'est pas la même. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de courants philosophiques qui englobent l'altérité. Je pense à le transhumanisme ou même l'éco-critique, cette pratique littéraire dont j'ai parlé au début. Cette pratique englobe la perspective de la nature, des animaux, même de la nature en général, de la rivière, d'une rivière. Oui, mais je pense que c'est une bonne réflexion que le récit total nier l'altérité, peut-être c'est pas ce qu'on a besoin maintenant. Vincenzo, si tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on... Non? Non, je suis d'accord. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que l'on va rendre l'antenne et s'arrêter là. Merci encore infiniment pour votre participation ici, depuis Berlin aussi, et pour cette discussion très enrichissante qui appelle, à mon avis, des prolongations écrites ou à nouveau discursives.